À toutes et à tous, vous avez peut-être un petit mot à dire auparavant. Eh ben, on est ensemble pour 1 heure et justement on va parler social media. Je vous laisse la parole, vous l'avez prise et c'était plutôt bien fait. Donc je vous la laisse pour 1 heure. J'espère qu'on aura le temps de quelques questions à la fin. Très bien. Pour éclaircir votre intervention. Merci beaucoup. On a juste un petit problème technique. La zapette ne marche pas, donc Hervé va appuyer sur les slides. Voilà, il va faire le technicien et on le fera à tour de rôle. Donc vous allez nous voir un peu bouger, pas rester assis tout le temps dans nos fauteuils. Donc d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais d'abord présenter l'ensemble des intervenants, en commençant par les deux invités qui sont à ma droite. Donc Nicolas Hein, qui est Community Manager chez ING, et Séverin Cassin, qui est Directeur Communication Digitale chez Orange France. Voilà. Quant aux deux autres personnes, Hervé Pépin, donc Hervé Pépin qui est directeur de Conscient Network et qui anime l'atelier médias sociaux avec moi, et moi-même qui suis Jean-Michel Moulier. Donc effectivement, on va vous parler de Social Media Attitude édition 2013. Alors pourquoi édition 2013? Tout simplement parce que c'est la 3e année que nous menons cette étude qui a un caractère un petit peu barométrique maintenant, même s'il y a eu effectivement quelques changements dans certaines des questions ou dans des rajouts de réseaux sociaux. Donc, en introduction... Hervé ? Donc, en introduction, je dirais que c'est la fin du début, ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout, mais effectivement, 2013 impose un tournant dans la maturité des socionautes français. Alors que Facebook rencontre depuis à peu près 1 an un petit ralentissement, on voit que d'autres réseaux majeurs, tels que notamment Google+, et Twitter, mais aussi d'autres réseaux spécialisés, comme vous le verrez tout à l'heure, comme LinkedIn ou Instagram, continuent à progresser, à voir leur fréquentation augmenter. Cependant, ce qui est important, c'est de savoir comment les marques répondent-elles aux attentes de leurs clients sur les réseaux sociaux, et notamment en 2013, puisque c'est 2013 dont nous allons parler. Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre, tous les 4. Bien sûr, il y aura une petite partie interactive. Essayez d'aller assez vite sur les slides, et surtout, je vous le demande et je vous le conseille, ne prenez pas trop de notes, puisque la présentation sera téléchargeable à la fin. Donc ne vous inquiétez pas trop, parce qu'il y a beaucoup de chiffres et nous en sommes désolés. Donc l'atelier réseaux sociaux du SNCD que j'anime avec Hervé depuis 3 ans maintenant est là pour décrypter effectivement l'impact du web social sur le marketing direct de la relation client. Donc les animateurs, je vous en ai parlé. En ce qui me concerne, moi je suis chez Vertical Mail et j'occupe 2 autres fonctions dans 2 autres sociétés. Je suis administrateur du SNCD depuis... presque trop d'années maintenant, et j'occupe la fonction non seulement de trésorier, d'animateur des réseaux sociaux, mais aussi un petit peu des études B2B. Alors, cette étude, elle a été faite non seulement avec le concours d'Hervé et beaucoup d'autres, mais surtout des sociétés qui nous ont rejoints pour la mener, qui sont membres du SNCD. Non, c'est la... Voilà, que je nomme rapidement, donc AID, Conscient Network, qui est représenté par Hervé, Celigen, Bisnode, Cabestan, Nextedia, Vertical Mail, Connexence et Adobe Neolan. Voilà. Next. En ce qui concerne une étude, bien sûr, une étude, on peut la faire de différentes façons. On peut envoyer à partir de bases de données mutualisées un certain nombre d'emails et poser des questions, ou alors on va vers des partenaires. C'est ce que nous avons décidé depuis le début, d'ailleurs, pratiquement, et surtout depuis l'année dernière, c'est de travailler avec des partenaires sur lesquels, d'ailleurs, nous faisons des restitutions sur leur secteur. Donc vous voyez, dans ces partenaires, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que les secteurs sont représentés. Vous avez du caritatif, vous avez avec AIDS, vous avez de la presse avec Biba, Grazia, le Nouvel Ops. Vous avez du textile avec NafNaf, vous avez du B2B, B2C avec Office Depot, vous avez bien sûr nos amis de Orange avec Soch, nos amis avec ING également. Donc vous voyez que nous allons assez loin dans les secteurs que nous représentons aujourd'hui, jusqu'à Classcroute et Édition Atlas. Voilà, donc c'est assez représenté. Ces gens-là nous ont aidés à mettre à disposition des internautes
un questionnaire que nous avons bâti et qui constitue une étude barométrique. Alors l'échantillon que nous avons récupéré, c'est un échantillon relativement conséquent, puisqu'il y a 9486 répondants pour tout vous dire. Ça ne veut pas dire, et attention parce que je me suis fait attraper là-dessus il n'y a pas longtemps, que nous avons nous-mêmes envoyé 9486 questionnaires. Bien sûr, nous avons envoyé beaucoup plus. Mais je peux vous assurer que dans une étude, lorsque vous avez 9486 répondants, que c'est fait correctement, que c'est redressé, c'est quelque chose qui constitue une étude tout à fait sérieuse. Donc j'en remercie tous les partenaires. Dans les représentants qui seront cités aujourd'hui, qui ont été cités dans le questionnaire, bien sûr, il y a Facebook l'incontournable, Foursquare, Google+, Tumblr, qui est un nouveau par rapport à cette année, et Instagram, qui est également nouveau dans l'introduction de cette année. Le mode de recueil, c'était un questionnaire en ligne. La date de terrain, c'était du 28 juin au 19 juillet. Et bien sûr, pour que ce soit une étude, une belle étude, je dirais une étude normale, elle a été redressée sur des critères socio-démo qui sont le sexe, l'âge et la catégorie socio-professionnelle. Voilà. Merci Hervé de jouer le rôle de technicien. Nous allons passer sur la typologie des socionautes. Alors, un socionaute, c'est quoi? C'est un internaute qui est sur les réseaux sociaux. Donc, on a essayé de dresser une typologie qui a un peu évolué d'ailleurs, et d'ailleurs, on a rajouté, vous verrez, ceux qui étaient peut-être là l'année dernière et qui l'ont vu, on a rajouté une catégorie qui s'appelle les hyper, donc les hyper-socionautes, qui représentent 2%. Mais vous voyez dans cette typologie qu'il y a les mono-users, qui sont 34%. Les mono-users, on va en parler après. Hein. Vous avez les évolutionnistes qui ont évolué, les mono-users qui ont baissé. Ça veut dire que plus de gens sont membres de plusieurs réseaux sociaux maintenant. Les socialisés qui ont augmenté, les intensifs qui ont doublé, les influents et les hyper. Alors maintenant, dans cette typologie, je suis désolé, ça va être un peu peut-être rébarbatif pour vous, mais 34% des socionautes sont des mono-users. Ça veut dire que ce sont des socionautes relativement peu matures. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas demain, mais en tout cas qu'ils s'y sont mis peut-être plus récemment, qu'ils ont un âge moyen de 41 ans, qu'ils ont un nombre de relations d'environ 90 contacts et qu'ils ont une ancienneté d'inscription d'environ 3 ans. Et en règle générale, ils sont uniquement sur Facebook. C'est leur porte d'entrée de laquelle ils ne sont jamais sortis. Vous le verrez tout à l'heure sur effectivement... voilà. Ensuite, vous avez des gens qui sont un peu plus évolués, hein, pas évolués intellectuellement bien entendu, mais évolués en termes d'usage de réseaux sociaux qui représentent 15%, qu'on va appeler les évolutionnistes, qui sont des socionautes, je dirais en devenir, puisqu'ils sont plus que sur un réseau social, et qui ont un âge moyen de 45 ans, 73 contacts en moyenne, et une ancienneté d'inscription moyenne de 3 ans et 3 mois. Tout ça, c'est vraiment le questionnaire qu'on a envoyé comportait, je crois, 63 questions, si je ne m'abuse. Un peu plus. Dans son scénario le plus long, puisque c'était un questionnaire avec une arborescence, je crois qu'on était à 73 questions. 73, vous voyez. Donc quelqu'un qui allait répondre à tout. Ensuite, dans cette typologie, 33% sont des socialisés. Donc les socialisés, ce sont des socionautes, hein, donc internautes bien sûr, socionautes, qui sont membres de 2-3 réseaux et de sous-segments de type. Les socialisés qui vont être des spectateurs et les socialisés qui vont être des contributeurs. Donc les spectateurs, c'est comme à la télé, on regarde mais on n'intervient pas beaucoup, hein, et les socialisés contributeurs, on regarde mais on intervient. C'est-à-dire qu'on peut poster, on peut donner des avis, on peut émettre des choses. L'âge moyen de 39 ans, nombre, relation moyenne 185 contacts et ancienneté d'inscription 3 ans et 11 mois, mais ça représente quand même 33%. Nous avons ensuite les socionautes. Tu as changé la slide, oui? Ça y est? Oui, voilà. Des intensifs, excusez-moi. Donc les socionautes qui sont intensifs, ce sont des socionautes qui sont plus matures. D'ailleurs, on le voit tout de suite au niveau de l'âge d'inscription, puisqu'on passe à 4 ans et 3 mois, donc on prend pratiquement 1 ou 2 ans à chaque fois, qui sont membres d'au moins 3 réseaux sociaux, en général d'ailleurs Facebook, hein, puisque c'est le premier, mais également Google+, et Twitter, qui ont progressé de manière assez incroyable.
et disposent d'une communauté d'environ 200 contacts par réseau. Là, on va arriver sur les socionautes influents. Alors, influent, hein, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Ce sont des gens qui influent sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des socionautes d'un profil similaire carrément à ceux des intensifs qui, eux, sont encore, une fois je vous l'ai dit, plus spectateurs. Ils ont plus de 200 contacts. Ils ont un âge moyen, vous voyez, plus bas. Hein. Ça ne veut pas dire que plus on est jeune, plus on est sur les réseaux sociaux, mais un petit peu quand même. Un nombre de relations moyennes de 392 contacts et 4 ans et 7 mois. Enfin, les hyper, hein, ce n'est pas les hypermarchés, mais c'est les hypersocionautes que nous avons rajoutés en tant que segmentation cette année. Ce sont des socionautes qui sont membres d'au moins 6 réseaux sociaux, donc vous voyez, hein, et disposent d'une communauté de plus de 200 contacts. Âge moyen, 35 ans. Je vois des gens qui prennent des notes, n'en prenez pas trop si c'est un peu fastidieux, vous pourrez télécharger l'application. Voilà. On va passer... L'étude, comme tu y vas, l'étude, pas l'application. Oui, l'étude, pardon, excusez-moi. Voilà, on en a fini sur cette typologie. Maintenant, on va passer aux usages. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas garder le crachoir trop longtemps, je ne vais pas vous embêter trop longtemps parce que nous sommes 4 et il faut que les choses se passent à 4. Voilà, donc on constate une progression de 10 points entre 2012 et 2013 des socionautes, hein, donc c'est quand même important. L'année passée, 53%, cette année, 63%, donc c'est important. Hein, donc vous voyez, c'est plus... quand j'ai dit tout à l'heure la fin du début, voilà, c'est vraiment la fin du début. Et déjà l'année dernière, on pouvait dire que c'était déjà la fin du début. En ce qui concerne les usages et la maturité des socionautes, évidemment, elles s'affirment davantage au cours du temps. Alors qu'en 2012, 48% des socionautes étaient membres d'un seul réseau social, le pourcentage n'est que de 33% en 2013. Donc vous voyez que la part augmente. Donc les socionautes, 33% des socionautes sont membres d'un réseau social. 33% des socionautes, bien entendu, ce n'est pas 33% des Français. 27% membres de 2 réseaux sociaux, 18% de 3, 11% de 4, et enfin 11% de 5 réseaux sociaux ou plus. En ce qui concerne Facebook, alors Facebook, vous savez, c'est le premier. C'est le plus utilisé, ça représente 93%. Mais on constate un léger tassement par rapport à l'année dernière, puisque c'est en baisse de 2% par rapport à l'année dernière, donc l'année dernière 2012, alors que lorsque nous avions fait l'étude 2012-2011, nous étions à 95%, et c'était tout à fait stable d'une année sur l'autre, si je me souviens bien, Hervé. Tout à fait, absolument. Maintenant, à la différence de Facebook, tous les autres réseaux sociaux progressent fortement. Ça ne veut pas dire que Facebook s'est écroulé, hein, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent, et c'est un petit peu logique tout ça. Google+, 35% a une progression de 8%. Hein. En ce qui concerne Twitter, 34% a pris 6 points par rapport à l'an dernier, c'est énorme. LinkedIn, 31, plus 12, et AW Viadeo qui est juste après, vous voyez, hein, qui est à 25, mais qui a quand même pris également plus 6. Donc vous voyez que les réseaux professionnels, semi-professionnels ont tendance à augmenter et s'implanter de plus en plus dans le cœur des socionautes. Vous avez ensuite Instagram, qui n'était pas représenté, je crois, l'année dernière, qui représente 15%. Pinterest, 7% qui était représenté et qui était à 4 l'an dernier, mais qui est aussi utilisable essentiellement via Facebook. Tumblr et enfin Foursquare, 3%, qui n'a pas du tout évolué par rapport à l'an dernier. En ce qui concerne les usages maintenant, et c'est une chose importante, mais vous voyez que les gens se connectent essentiellement via un ordinateur. Mais via un ordinateur, c'est une chose, mais on se connecte d'autres devices également. Si l'ordinateur a baissé de 1%, si on est passé de 99 à 98, on peut considérer que tout le monde, à peu près, je dirais à peu près tout le monde, ce n'est pas tout à fait vrai, mais un ordinateur, en tout cas au bureau, on voit que tout ce qui est smartphone et tout ce qui est tablette a progressé de manière incroyable. 62% se connectent via un smartphone et 28% se connectent via une tablette. Et enfin, 11% se connectent via une TV connectée. Et là, c'est un peu... se connectent via une télé connectée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont pris une box chez eux, qu'ils ont la DSL et qu'ils vont se connecter avec leur smartphone ou autre chose? Là, c'est un peu moins clair et je n'ai pas d'enseignement
bienfaits à vous donner. Hein. Et je vous rappelle que tout ça est le résultat d'une étude. Une étude, c'est redressé, mais on ne l'a pas interprété. Hein. C'est l'avis des socionautes que nous avons tous interrogés. Voilà, je crois que je vais laisser la parole à mon ami Hervé, et je vais me lever d'ailleurs pour faire ton travail. Merci Jean-Michel. On est sur des données assez stables d'une année sur l'autre sur la fréquence, en fin de compte, de connexion aux réseaux sociaux. C'est l'autre. Voilà. Les 3/4 des socionautes inscrits se connectent au moins une fois par jour. Comme d'habitude, les influents, qui vous l'avez compris, sont beaucoup plus actifs que la moyenne des répondants. C'était 100% l'année dernière. Voilà. C'est 99% cette année. Bon, c'est quasiment naturellement la même population qui va être quasi en permanence connectée à ces réseaux. Naturellement, et vous l'imaginez bien, de plus en plus grâce aux mobiles, smartphones et tablettes qui, on le sait tous, ont pris un rôle prédominant dans la croissance des usages Internet. En termes d'usage, on voit des fortes progressions qui, là encore, attestent d'une maturité supplémentaire en termes de temps passé pour chacun des réseaux. Même si Facebook ne progresse plus, les gens qui sont sur Facebook y passent de plus en plus de temps. 37 minutes de plus par semaine par rapport à l'année dernière. Très étonnamment, Pinterest, on l'a vu avec un taux de pénétration assez faible, les gens qui y sont déclarent y passer 73 minutes par semaine. Donc ces early adopters qui ont choisi de s'inscrire et d'utiliser Pinterest ne l'utilisent pas simplement dans une logique de zapping, mais sont assez présents dessus. Tumblr, même constat, 65 minutes par semaine. Alors Tumblr, on est d'accord, c'est plutôt du blogging ou du microblogging. On peut être spectateur non inscrit et se régaler des contributions des autres. Mais 65 minutes par semaine sur les early adopters qui sont sur Tumblr, c'est un élément important. Twitter prend 23 minutes de plus, pratiquement une demi-heure d'usage, de temps passé par semaine. Google+, lui, progresse en somme relativement peu, avec simplement 20 minutes de plus par semaine. Quand on sait que Google+ est la sous-couche sociale de tous les services Google qu'on utilise tous intensément, c'est une progression qui, globalement, est assez faible. Et LinkedIn, LinkedIn prend 20 minutes de plus pour un réseau professionnel. Alors, on sait que le marché de l'emploi est ce qu'il est, mais pour un réseau professionnel, c'est assez important à noter. Là encore, et comme d'habitude, si on compare le comportement des influents par rapport à la moyenne des répondants, on va voir plus de réseaux fréquentés, plus de relations par réseau, mais aussi plus de temps passé et un classement qui est un peu différent. On ne va pas forcément se perdre dans les chiffres parce qu'il faut qu'on laisse la parole à nos intervenants, et je pense que ce qu'ils ont à vous dire potentiellement est aussi, voire plus intéressant que ce que nous-mêmes avons à vous dire. Et puis, comme vous le savez, vous pouvez télécharger les résultats et nous poser des questions pour avoir des chiffres plus détaillés. Mais naturellement, les influents vont passer plus de temps et vont avoir une hiérarchie des réseaux qu'ils utilisent qui va être un peu différente. Le nombre de relations par individu, enfin par socionaute et par réseau, est relativement stable d'une année sur l'autre. On n'a pas de progression très conséquente par rapport à 2012. On peut simplement noter que 40% des socionautes français ont plus de relations par réseau fréquenté. Et on sait tout à fait, naturellement, ce que les relations ont de constitutif dans la logique de l'influence. Non. Encore, voilà. Merci. On avait décelé l'année dernière une assez forte montée en puissance du phénomène de désinscription. Pas simplement du fait de ne plus fréquenter un réseau, hein, mais bel et bien de se désinscrire de manière volontariste en effaçant son compte de tel ou tel réseau. Ça continue à progresser. On a pratiquement un quart des socionautes qui déclarent s'être déjà désinscrits dans un réseau social. L'année dernière, c'était Facebook qui pâtissait le plus de ces désinscriptions. Aujourd'hui, les désinscriptions sur Facebook ont un peu tendance à refluer par rapport à la population globale des désinscrits
Mais il y en a quand même 47% de ces désinscrits qui déclarent s'être désinscrits de Facebook, 21% déclarent s'être désinscrits de Twitter, 17% déclarent s'être désinscrits de Google+. Je me demande comment ils ont fait, mais ça c'est une autre question. On avait, depuis 2 ans, relevé ce phénomène de fanitude, c'est-à-dire la proportion à être fan ou follower ou abonné d'une quelconque manière de telle ou telle marque. Ça continue à progresser, gentiment. On a pratiquement 40% des socionautes, plus 2 points par rapport à l'année dernière, qui déclarent être fans ou abonnés à au moins une marque sur les réseaux sociaux. Et la moitié d'entre eux suit plus de 5 marques. Après, on peut toujours se poser la question, est-ce que ces gens suivent ces marques par intérêt ponctuel ou par intérêt plus durable? Est-ce qu'ils sont notamment prospects ou clients de ces marques? On a exactement le même chiffre que l'année dernière. 83% des répondants qui déclarent être fans de telle ou telle marque déclarent aussi être clients de cette marque. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le monde. Hein. Ceux qui sont fans de Ferrari, par exemple, ne sont pas tous clients Ferrari. Il y a forcément des exceptions, on est d'accord. Mais naturellement, on le sait, ce n'est pas une surprise, c'est simplement une confirmation, la dimension client, la dimension relation client dans le phénomène réseaux sociaux est marquée, et plus que marquée, ancrée et constante. Les motivations qui, d'après eux, les poussent à devenir fans de telle ou telle marque sont diverses. Elles peuvent être potentiellement très différentes d'un client fan à un fan non client. Pour les clients fans, c'est l'attachement à la marque qui va être la première motivation. Elle s'est complètement fondrée sur le segment des fans non clients, pour lequel l'attachement à la marque a perdu 26 points d'une année sur l'autre. Ceci me semble assez logique par ailleurs. Le contenu, lui, continue à progresser. Donc le fameux content management ou content marketing dont vous avez tous entendu parler semble effectivement avoir un impact réel sur les motivations des communautés. Les concours sont à peu près stables. Et on le sait, ils sont assez efficaces aussi pour développer des communautés. Par contre, les offres promotionnelles en termes de motivation pour devenir fan d'une marque, elles subissent des baisses importantes sur les deux segments. Voilà, on va passer à la partie attente des socionautes, la partie 3. Tu continues, Hervé ? Oui, absolument. Donc maintenant qu'on comprend ou qu'on valide un peu comment quels sont leurs usages, leurs utilisations, comme les 2 années précédentes, on va essayer de décrypter un petit peu plus ce qu'ils attendent. Ils attendent toujours majoritairement des réductions commerciales. Une fois qu'ils sont fans, hein, là on est sur la population des gens qui ont rejoint déjà une communauté de marques. Une fois qu'ils sont fans, on le sait, ils vont avoir tendance à vouloir être reconnus en tant que tels et donc à bénéficier d'avantages tout à fait factuels, même s'ils sont venus pour des raisons affectives à ce comportement de fan. Donc 86%, c'est moins 2% par rapport à l'année dernière, mais on est d'accord, c'est quasi stable, va souhaiter des réductions. Et la part d'avis et de conseils, elle est stable, mais là encore, elle est confirmée. On a 83% qui veulent donner leur avis et 83% qui souhaitent en retour bénéficier de conseils. Les autres attentes qu'ils ont indiquées, les informations exclusives se tassent un peu. Le service client, la demande, les attentes pour un service client plus réactif sur les réseaux sociaux explosent littéralement avec plus 20 par rapport à l'année dernière. Et la tranche de social gaming par rapport aux gens qui souhaitent des jeux ou des applications sur les fanpages ou sur les comptes de marque continue à être assez notable avec 33%, un tiers pratiquement des répondants, et une progression de 4 points. Vous voyez, un service client, bon de réduction, jeu, tout ça, c'est assez classique. Hein. C'est quelque chose effectivement qui est attendu, mais c'est quelque chose qui est assez classique dans le monde qui nous environne aujourd'hui. Une fois qu'ils sont fans et fans clients, on leur a, comme les années précédentes, posé la question des canaux au-delà des réseaux sociaux avec lesquels ils sentaient le plus affinité,
les canaux qu'ils trouvaient les plus légitimes pour être interpellés ou pour être en relation avec la marque. Le site internet représente toujours le grand gagnant avec 75% des réponses. L'email se tasse un petit peu, on le sait, on connaît toute la problématique de l'email, potentiellement parfois perçue un peu intrusive. On a une très forte progression des magasins, c'est marrant, ce retour du monde réel dans les points de contact préférés, mais on sait aussi que les magasins se digitalisent, que les magasins font de plus en plus de push, que les magasins utilisent une relation directe avec leurs clients et ne sont plus simplement des surfaces passives. Et on voit ce canal très clairement remonter parmi les canaux préférés. Les réseaux sociaux continuent à progresser et les médias qu'on va considérer traditionnels, courrier et téléphone, sont en fin de classement avec un tassement très léger. L'expression client, les avis clients, on le sait, ils trouvent de manière très spontanée et très forte leur place sur les réseaux sociaux. Ça se confirme encore, 35% des répondants cette année déclarent avoir déjà posté un avis sur une marque. C'est 3 points de plus que l'année dernière. Petite surprise, si on considère la population des influents, ils ne sont plus que 42 à avoir posté un avis sur une marque. C'est 6 points de moins que l'année dernière. Ce n'est pas une dégringolade, mais c'est un peu interpellant. Ils étaient parmi ceux qui contribuaient le plus, en positif comme en négatif d'ailleurs, à l'aura d'une marque sur les réseaux sociaux. Là, ils semblent s'en dégager un petit peu. On peut aussi penser que la relation, ils n'ont pas trouvé forcément en tant qu'influents la relation qu'ils souhaitaient avec les marques présentes sur les réseaux. Très légère progression des recommandations, donc des avis positifs dans l'ensemble des contributions, 31% et 1 point de plus. Bonne nouvelle, une stabilité des avis négatifs, mais qui sont quand même à peu près 1 sur 2. Très légère progression, mais encourageante, des internautes qui déclarent s'être ressentis écoutés après avoir posté un avis sur une marque. Donc, à l'inverse, là, seuls 69%, c'est-à-dire 2 points de moins que l'année dernière, considèrent que la marque ne les a pas écoutés. Bon, d'accord, il n'y a pas de quoi crier victoire. 69%, c'est encore une large majorité de ceux qui émettent un avis et une plainte ou une critique et qui estiment que la marque a été sourde à ces remarques. Mais il y a malgré tout une légère progression. L'avis du réseau, l'avis de ces relations continue à progresser, là encore légèrement, plus 1 point à 38% des répondants déclarent prendre compte des avis ou remarques auxquels ils sont confrontés sur les réseaux sociaux avant un achat. On le sait, hein, les réseaux sociaux ne sont qu'un canal qui permet de se faire un avis sur un produit avant un achat. Les avis clients sur les sites marchands, les sites comparateurs, les sites d'avis clients jouent leur rôle, et les moteurs de recherche également jouent leur rôle sur la confirmation ou l'infirmation d'une décision d'achat. Les réseaux sociaux n'en sont qu'une brique. On avait, l'année dernière, commencé à brosser une possible dimension, non plus simplement relationnelle, mais transactionnelle des réseaux sociaux, c'est-à-dire est-ce que les réseaux sociaux allaient s'imposer comme un canal de vente, comme un canal d'e-commerce ou de S-commerce. En fin de compte, on est à peu près au même stade que l'année dernière. Seuls 3% des répondants déclarent avoir déjà acheté sur un réseau social. 26%, un point de moins, mais c'est peu significatif, déclarent être prêts à le faire. Mais grosso modo, d'une année sur l'autre, ces chiffres démontrent qu'il n'y a pas eu véritablement de progression en la matière. Et de la même manière, en termes, là encore, strictement transactionnels, les internautes qui déclarent être devenus nouveaux clients d'une marque grâce majoritairement à ses efforts, son aura, ses actions sur le réseau social, progressent d'1 point seulement à 16%.
Les fameuses social ads qu'on voit un peu partout, mais qui naturellement sont encore plus visibles sur Facebook qu'ailleurs, laissent toujours relativement sceptique et perdent 2 points par rapport au comportement déclaré de clics sur ces ads. Il y a vraiment des gens qui ne cliquent jamais sur les social ads. Et en termes de motivation, quand on clique sur une ad ou sur une sollicitation, c'est toujours l'intérêt de l'offre, un phénomène de curiosité ensuite, un visuel attractif, ça c'est toujours une réponse qui nous surprend quand on voit le format des social ads, mais ça arrive en 3e position. Et le témoignage d'un ami à 25% seulement. Voilà, on vous a pas mal saoulé avec tous ces chiffres généralistes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de s'attacher un petit peu plus à des comportements qui sont ceux de nos 2 invités, Séverin et Nicolas, qui représentent respectivement le secteur télécom et le secteur bancaire, avec Orange et ING. Naturellement, Jean-Michel vous le disait au départ, vous l'avez vu, les partenaires qui nous ont apporté leurs données pour participer à cette étude viennent d'un très grand nombre de secteurs d'activité. Naturellement aussi, les comportements des clients de tel ou tel secteur vont être variés. Donc là, on va, et ce n'est pas une surprise en soi, mais on va constater sur ces quelques chiffres, et Nicolas et Florent auront l'occasion de vous les commenter, et de faire leur propre retour d'expérience. Mais sans très grosse surprise, on se rend compte que le secteur bancaire a un petit peu moins de socionautes que le secteur des télécoms. Et pour cause, le secteur des télécoms est très bien placé pour pousser services, sites mobiles ou applis et s'interfacer avec les réseaux sociaux. En termes de fréquentation des réseaux sociaux, là, bizarrement, les socionautes télécoms sont plus importants à n'être présents que sur un réseau social. Ils ne sont pas majoritaires, mais 35% déclarent n'être présents que sur un réseau. On le sait, ce réseau social unique, la plupart du temps, c'est Facebook. Ensuite, comme vous le voyez, au-delà de cette particularité, sur les autres tranches de réseaux sociaux fréquentés, les 2 populations sont à peu près étales. Si on compare, si on fait un petit tiercé de test, la population bancaire va être très présente sur Facebook, mais quelque part moins que la population télécom. Le 2e réseau fréquenté par les socionautes venant du secteur bancaire, c'est LinkedIn. Suivi d'un 3e réseau qui est à nouveau un réseau social professionnel, qui est Viadeo. En revanche, sur le secteur télécom, on va retrouver un tiercé plus habituel, où on va être d'abord sur Facebook, puis Twitter, puis Google+. En termes de relations, on voit quelques disparités, notamment des socionautes issus du secteur télécom qui sont surreprésentés par rapport à leurs petits camarades sur la tranche de 101 à 200 relations qui correspond peu ou prou à la moyenne. Et en termes de rapport à la fanitude et au fait de suivre les marques, 25% seulement, quelque part, des internautes, des socionautes issus du secteur bancaire se déclarent fans, contre 34% sur le secteur télécom, qui est au global plus proche de la moyenne. Si on leur pose la question de devenir client d'une enseigne ou d'une marque par rapport à ce qu'on voit de cette marque sur les réseaux sociaux, ils sont à parité, 19 et 18. Ce qui est intéressant, vous l'avez vu, c'est qu'ils sont un peu plus représentés et l'un et l'autre que la moyenne des répondants. Voilà, ces quelques chiffres sectoriels étaient une introduction au témoignage de Nicolas et de Séverin. On va donc commencer par Nicolas 1, Community Manager d'ING France, qui va nous faire part de la stratégie d'ING sur le social et des expériences qu'il a pu en tirer. Bonjour à tous. Donc, je suis Community d'ING Direct France. Donc, en 2 mots, ING Direct, si vous ne connaissez pas, c'est la première banque en ligne au monde, en France et en Europe.
Et donc, on capitalise aujourd'hui un peu plus de 900 000 clients. Donc, nos clients, ils ont la possibilité de nous contacter par plein de canaux différents. Et c'est un petit peu compliqué d'arriver à harmoniser toute cette relation client. Et malgré tout, on vit en fait avec nos clients ce qu'on appelle, nous en interne, le paradoxe de la proximité. Et on se rend compte que 74% de nos clients disent se sentir proches de nous, là où 55% des clients du marché, de manière générale, se sentent proches de leur marque. Donc nos clients, on sait que 61% de nos clients sont des socionautes actifs, que 54% sont sur Facebook. Donc globalement, vous voyez les chiffres, il y a une progression sur tous les réseaux sociaux. Et donc comme présenté tout à l'heure, nos clients, ils sont principalement sur LinkedIn et Viadeo, donc dans les 2 et 3e positions. Donc, ce qui va tout à fait en corrélation avec notre socionaute, puisque c'est un homme qui a entre 35 et 64 ans, qui est marié, qui est CSP+, et qui est plutôt urbain. Donc, on a vraiment, nous, un intérêt majeur à être sur des réseaux sociaux comme Facebook et maintenant sur les réseaux professionnels aussi. Donc, nos missions dans les réseaux sociaux, elles sont multiples. Donc, on a une petite équipe de 2 personnes. Et on est en charge en fait, d'écouter, d'engager nos clients et de mesurer tout ça. Donc pour mesurer en fait, l'engagement et l'écoute, on a des KPI et, qui tournent globalement autour de la mesure des partages, des likes, des commentaires, du sentiment, de l'engagement et du NPS aussi. Donc, pour faire un focus sur l'engagement, historiquement, chez nous, on est arrivé il y a 3 ans et demi sur les réseaux sociaux et vendre des livrets et des comptes courants, c'est pas très fun. Donc, on a proposé assez rapidement à nos clients des applications et des jeux. Aujourd'hui, on se rend compte que nos clients, c'est plus ce qu'ils attendent de nous. On n'a plus que 19% qui viennent sur nos pages pour ce type de contenu. Ce qu'ils attendent de nous, c'est essentiellement de bénéficier de conseils, d'avoir des infos exclusives et d'avoir un service client très réactif. Donc pour bénéficier de conseils, aujourd'hui on a un partenariat avec Yahoo Finance qui nous propose du contenu à travers une page qui s'appelle Yahoo Money Time. Et c'est du contenu donc, et des bons plans et astuces qu'on relaie très très régulièrement aussi sur nos réseaux sociaux. Je vais revenir. Niveau des clients qui souhaitent des infos exclusives, en fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est essentiellement d'avoir la primeur sur le lancement de nos nouveaux produits, nos nouveaux services, de nos nouvelles publicités et l'organisation en fait, qu'on a aujourd'hui au sein d'ING Direct au niveau de l'équipe dont je fais partie, donc la mini-équipe de 2 personnes. On est au sein de l'équipe marketing et on est à peu près à entre 3 et 5 mètres de la directrice marketing, du directeur, de l'équipe de com, de l'équipe de publicité. Et ça nous permet en fait très rapidement d'avoir les informations qu'on souhaite communiquer et aussi éventuellement de savoir ce qu'on ne peut pas communiquer dans certains cas. Et juste pour finir, sur la partie service client, donc aujourd'hui, nos clients souhaitent vraiment beaucoup de réactivité de la part du service client. Donc on a beaucoup d'interactions maintenant avec nos clients qui viennent nous poser leurs problématiques ou leurs demandes, voire de prospection directement sur les réseaux sociaux. Donc on a un travail aujourd'hui d'intégration du service clientèle dans la possibilité de répondre directement sur les réseaux sociaux. Donc le but de tout ça, en fait, voilà, c'est d'engager nos clients sur les réseaux sociaux. C'est aussi de rassurer les prospects qui viennent et qui constatent en fait que ça se passe plutôt bien chez nous. On sait que voilà, 35% des socionautes aiment et postent un avis sur une marque, qu'aujourd'hui, plus du tiers des socionautes prennent en compte ces avis. Et donc 16% des socionautes déclarent être devenus nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il est très important pour nous de suivre notre réputation,
de faire en sorte qu'elle soit le plus positive possible. On intègre aussi du social dans le média, ça dans le but d'affiner en fait notre ciblage. Et nos deux gros objectifs aujourd'hui, ça va être de se démarquer de Facebook et de Twitter. Ça afin en fait d'être en mesure de mesurer l'impact d'un avis sur un achat. Et on va aussi essayer d'intégrer plus de contenu et du GC dans notre écosystème. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je vais juste avoir une question très rapide à te poser. Vous avez clairement été précurseur, pas que sur le social, vous avez été précurseur au global sur le digital, avec un site qui a su évoluer fortement au fil du temps, avec une appli qui est plutôt sympa, avec effectivement une dimension sociale très forte. Tu nous as expliqué de quelle manière le social jouait un rôle particulier dans ce dispositif et dans votre relation client. On voit aujourd'hui que la concurrence, que ce soit aussi bien des banques traditionnelles ou des nouvelles banques en ligne, va un peu avoir tendance à essayer de suivre vos pas. Comment vous vivez ça avec quel œil vous regardez ces tentatives de rattrapage? Eh ben, on le vit plutôt pas mal. On suit ce qui se fait au niveau de la concurrence. On constate aussi que les grosses banques viennent sur la banque en ligne. Donc pour nous, c'est plutôt une sorte de consécration. Ça veut dire que si les gros de la banque en France viennent sur le même secteur que nous, c'est qu'on avait une légitimité à y être. D'accord. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Séverin, qui est directeur de communication digitale et social média d'Orange, mais pas que d'Orange, également de Soch. Également de Soch, ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors je suis le mauvais élève, j'ai pas de slide. Et cela étant, comme on partage avec ING la même couleur préférée, j'aurais pu reprendre et dans la forme et dans le fond un certain nombre d'enseignements que Nicolas vient d'évoquer, à savoir l'évolution des attentes vers plus de services attendus des marques sur les réseaux sociaux, et on sort un peu de la tendance des dernières années où on était beaucoup sur une animation très relationnelle autour de jeux, de partenariats. Et puis cette intégration très forte entre les trois services clés que sont la relation client au cœur évidemment, parce que c'est la première attente, et on a vu l'évolution forte cette année d'attente de réactivité des marques, et nous on le vit au quotidien et sur Facebook et sur Twitter pour parler des deux plus grands. Le marketing, et pour prendre l'exemple de Soch, au marketing, au-delà de la conception de l'offre et du mix dans son ensemble, il y a un ADN communautaire à la marque Soch qui a été lancé avant tout sur les réseaux sociaux il y a un peu plus de 2 ans, hein, avant toute prise de parole médiatique ou autre. Et cette composante de l'ADN communautaire, c'est un module qu'on appelle Soch IDs, qui propose aux internautes, aux clients en l'occurrence, qui propose de faire part de leurs idées pour l'évolution de l'offre. Voilà. Donc c'est des modèles on n'a rien inventé en faisant ça. Il y a des marques américaines en particulier, Starbucks ou Dell, qui avaient lancé ça il y a quelques années. Mais ça fonctionne très bien. En plus de 2 ans, c'est plus de 5300 idées qui ont été postées. Certaines évidemment en doublon, certaines en fait nous permettaient de voir aussi que des choses existaient, mais que ce n'était pas forcément assez connu des clients, et donc on les voyait poster des idées sur ces éléments de l'offre. Et puis, quelques pourcents de ces idées ont été mises en pratique. Voilà. Et donc, relation client, marketing et communication, sur Soch en l'occurrence, c'est équivalent à ce que tu évoquais, Nicolas. C'est 2 personnes qui, à la fois, gèrent le community management au quotidien, et on va dire des réponses de premier niveau, et dès qu'on rentre dans un détail de dossier client, on renvoie vers un module Soch Conseil en l'occurrence, ou des web conseillers, donc des conseillers clients, mais uniquement en ligne, hein, vous l'aurez compris, prennent en main le client et peuvent répondre, rentrer dans son dossier personnel, etc. Alors ce qui est à noter sur Soch Conseil, c'est que la base de connaissances est commune à Soch Conseil sur Facebook, par exemple, et au forum qui est sur soch.fr. Voilà. Donc quand vous allez sur la page Facebook, vous avez un module où vous posez votre question, et l'ensemble de la communauté, qu'elle soit sur Facebook et ou sur le site, peut vous venir en aide. Alors d'ailleurs, elle vous vient très fortement en aide, puisque la contribution des top contributeurs sur Soch n'est pas tout à fait équivalente, mais est assez proche de la contribution des web conseillers.
Donc vous savez, la fameuse courbe de Pareto qu'on évoque à chaque fois sur le web en disant il y a 1% de créateurs, 9% de personnes qui commentent et puis 90% de spectateurs. Sur Soch en particulier, on le remarque et ça se vérifie très fortement. Voilà, c'était quelques mots sur Soch. Je voulais revenir en 2 minutes parce que je sais qu'il y aura sans doute des questions, des remarques. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'étude que j'ai découverte il y a 2 jours, là, donc quasiment en même temps que vous, c'est évidemment la maturité des internautes français et des socionautes français dans leurs attentes, dans la découverte de nouveaux réseaux, dans leur exigence, et dans la prise de conscience du pouvoir qu'ils ont par rapport aux marques. Et donc ça crée une très grande responsabilité pour les marques. Mais c'est aussi la maturité des réseaux sociaux en face. C'est-à-dire que pour discuter avec un certain nombre d'entre eux, et d'ailleurs on voit qu'en France, Twitter vient d'installer son bureau, LinkedIn s'est renforcé, Pinterest vient de s'installer, Facebook s'est également renforcé avec l'arrivée de Laurent Soli. Ces réseaux sociaux sont en train vraiment de prendre une autre dimension. Et aujourd'hui, pour des marques comme Orange et Soch, nos plans médias, pour parler de paid media un peu, ces réseaux sociaux sont des composantes incontournables de ces plans, parce que c'est des réseaux qui permettent de travailler sur l'ensemble du funnel, depuis la notoriété jusqu'à la conversion, en passant par un travail sur la considération et la préférence de marque. Donc je pense qu'il y a vraiment un point d'inflexion qui a été passé l'année dernière. Merci Séverin. Avant de passer aux questions d'abord et de vous remercier à la fin, en guide de conclusion, il y a quand même un certain nombre de choses à dire et après on passera aux questions. Donc il y a effectivement un accroissement notable de socionautes, vous l'avez remarqué, et de plus en plus sur plusieurs réseaux, hein, puisque maintenant on approche les 2/3 des internautes français, c'est ce que vous avez vu. Des réseaux sociaux aussi qui sont dopés par la mobilité, on l'a vu, hein, avec l'utilisation de plus en plus fréquente des smartphones, mais également des tablettes, et puis demain ce qu'on appelle les phablettes. Une dimension client toujours plus affirmée, des clients de plus en plus actifs et influents. Enfin bon, le canal social est vraiment un levier incontournable aujourd'hui des stratégies, comme vient de le dire Séverin. Voilà. Et pour les marques, l'enjeu, bien sûr, reste entier. En faire un canal de fidélisation, d'acquisition, sachant y engager leurs ambassadeurs. Et surtout, in fine, au-delà de la satisfaction client, c'est toujours la même chose, hein, c'est vendre mieux et vendre plus. Hein. Donc c'est un petit peu tout ça qui doit animer la politique et l'évolution des réseaux sociaux de demain, où vous voyez parfois d'ailleurs que dans les attentes, il y a des choses qui sont assez semblables à ce qui pouvait être fait, être dit dans le marketing direct qui était relativement classique d'il y a quelques années. Hein. Donc il n'y a pas eu de... Évidemment, il y a eu des changements. Évidemment, plein de choses se sont passées, mais les attentes des Français sur des produits, sur une fidélité, sur des coupons, sur des invitations, sur des réductions, tout ça, ça s'est transformé. C'est devenu de plus en plus digital, bien entendu, mais ça reste une réalité économique pour chaque foyer français. Voilà. Je voulais aussi remercier, bien sûr, tous les intervenants et puis passer aux questions, si vous en avez. Donc, on va passer le micro. Jean-Michel, je te propose peut-être d'afficher les... Je vais afficher, si vous voulez télécharger, bien entendu. Voilà. Donc là, ici, vous pouvez télécharger la présentation. Et là, ça doit être nos profils LinkedIn. Vous ne pouvez pas rester, si vous n'avez pas le temps de nous poser des questions, là, maintenant, éventuellement, nous contacter directement, ou Jean-Michel et moi, sur nos profils LinkedIn pour qu'on puisse répondre. Le gros QR code bleu et vert, c'est naturellement celui qui vous permet d'aller télécharger tous les chiffres que vous avez vus tout à l'heure. Une première question. Qui se lance? Oh, il faut que quelqu'un se lance. Ah oui, sur l'utilisation. Ah, voilà, bravo. Bonjour. Bonjour, donc j'avais une question concernant les stratégies, notamment des 2 community managers. Il y a plusieurs réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une stratégie différente pour Facebook, pour Twitter, où vous proposez finalement des duplicata d'informations, où il y a vraiment une stratégie différente par réseau et par public? Non, il y a il y a évidemment des choses que l'on duplique, hein, parce que
qui dit présent sur un certain nombre de réseaux sociaux. Alors sur Soch, pour reprendre l'exemple de Soch, on est présent parmi ceux qu'on a cités ce matin. On est présent sur Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram et Tumblr, on a commencé. Donc évidemment, ça fait beaucoup de contenu à alimenter, enfin beaucoup de contenu à produire ou à traiter et pour alimenter. Donc il y a un peu de duplication. Néanmoins, par exemple, sur les plateformes, les réseaux sociaux visuels, on a vraiment des stratégies très branding. Là où sur Twitter, on va avoir, et sur Facebook également, on va avoir une logique beaucoup plus de servicielle, entre guillemets. Voilà. Donc plus axé sur des trucs et astuces, sur du rappel de composantes de l'offre, sur des relais commerciaux, évidemment. Voilà. Donc il y a des stratégies. Après, on joue, et c'est l'intérêt aussi, évidemment, que ce soit géré dans une seule et même équipe, on joue des synergies pour éviter de recréer des silos, ce qui serait quand même un peu un comble, alors que justement, un des effets des réseaux sociaux dans les entreprises, c'est de transversaliser un certain nombre de sujets. Et nous, en ce qui nous concerne, en fait, on est sur beaucoup moins de réseaux sociaux, puisqu'on n'a pas trouvé encore la pertinence en fait, d'aller sur des réseaux sociaux comme Pinterest ou Tumblr. Tant que banque, c'est un peu compliqué. Donc on est sur Facebook et LinkedIn et Google+. Facebook, on est sur beaucoup de contenu et de relais des informations internes et de bons plans qu'on peut avoir avec nos partenaires. Sur LinkedIn, on va être plus dans une relation client, puisque là, on a beaucoup plus de clients qui viennent nous interpeller pour des problématiques qu'ils ont. Et on fait un peu de relais d'informations, donc de Yahoo Money Time en l'occurrence. Et Google+, pour être très honnête, on est dessus pour qu'on soit identifié, que quelqu'un ne vienne pas nous prendre la place, mais c'est pas quelque chose qu'on alimente de façon aussi forte que Facebook. Voilà. Ok, merci. Une autre question? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, merci pour tous ces chiffres. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est de la matière première et qu'il faut encore digérer, comprendre, analyser. Donc, merci d'avoir pris l'initiative de cette étude. Et je voulais interroger les marques justement à partir de cette étude, parce que je crois qu'à vous, il incombe de comprendre ça. Enfin, ma question toute simple, c'est votre entreprise, quels objectifs elle vous pose en matière de réseaux sociaux? Pourquoi elle vous dit, pourquoi elle vous paye, entre guillemets, pour faire du réseau social toute la journée? C'est quoi votre objectif en tant que marque? Et si vous voulez, si on prend on a ici le reflet, la typologie des internautes, des socionautes, etc. Mais vous, comment ça peut vous servir, ça? Enfin, vous voyez, c'est ça mes questions. Donc peut-être, pourquoi les marques y vont et puis qu'est-ce qu'elles en tirent aujourd'hui? Si je peux me permettre, je vais répondre à la première partie de la question. Vous avez dit c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'études, mais tout ça, ça vient des Français, ça vient des socionautes, ça vient pas de nous. On ne l'a pas interprété, comme je vous le dis, donc c'est une réalité qui nous rentre dans la tête. Après, l'interprétation elle peut être différente, mais je pense que c'est une excellente base pour effectivement les marques, les annonceurs, qui doivent constater les évolutions, puisque c'est la 3e étude que nous faisons en 3 ans, donc il y a une évolution. Et en plus, c'est une des plus représentatives en termes de volumétrie. Voilà, après, je laisserai la parole à Séverin pour répondre, ou Nicolas pour répondre à la 2e question. Alors, il y a une première chose, c'est qu'il est important d'être là où les gens sont, tout simplement. Donc, important d'être sur Facebook ou sur LinkedIn, enfin, en ce qui nous concerne. C'est important aussi de pouvoir avoir un espace très direct avec les gens, donc ce qui nous permet en fait de rassurer les clients, d'avoir un contact direct avec eux et aussi d'avoir pour les prospects en fait qui puissent percevoir la relation qu'on a avec nos clients et la facilité de gestion qu'ils peuvent avoir de leur compte. Et c'est quand même très important pour nous de canaliser les conversations plutôt que d'avoir des espaces sur des forums, par exemple, sur lesquels on ne peut pas rentrer. Donc ça, c'est un premier aspect. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est assez compliqué. C'est vrai que les questions de ROI, c'est très compliqué de dire à nos boss, ben voilà, tel client est arrivé sur Facebook, il a ouvert un compte, voilà, ça nous a rapporté tant.
Donc c'est aussi dans cette logique-là qu'on essaye de travailler pour intégrer nos contenus dans notre écosystème. En complément, alors je vous confirme que nos entreprises nous payent, hein, déjà. En complément, nous, enfin, on est arrivé en fait assez tard sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook en particulier et les autres, a fortiori avec Soch puisque la marque est récente, mais même sous les marques Orange. En fait, notre première activité sur le web social, ça a été, c'est pour ça que je parlais de la relation client au cœur tout à l'heure, ça a été de faire intervenir des web conseillers sur des forums Orange ou non Orange. Voilà. Donc par exemple sur lesmobiles.com, vous avez un forum très actif où des clients viennent poser des questions sur comment je désimlock mon iPhone, comment je paramètre mon mail, etc. Bref, donc là, on a fait intervenir des web conseillers. Et ça, pour nous, dans la pyramide finalement de lien entre une marque et un consommateur, il y avait cette base qui était répondre aux problématiques des clients. Et ensuite, les réseaux sociaux, bah je vais éviter de paraphraser ce que tu disais, Nicolas, mais évidemment parce que les clients y sont. Et je vais prendre un exemple, alors même si c'est pas le meilleur souvenir qu'on a chez Orange, mais c'est aussi, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Il y a un peu plus d'un an, il y a eu une panne sur le réseau Orange, dont certains d'entre vous, et je le regrette, ont souffert pendant quelques heures. On a vu l'augmentation de l'activité sur la page Facebook, donc ça a commencé dans l'après-midi jusqu'à la soirée, de plus de 2000%, voilà, des commentaires. Voilà. Donc il y a eu... ce réflexe client d'aller sur Facebook s'adresser à une marque, il est intégré, on l'a vu, ça se renforce encore. Et on peut penser que si ces clients n'étaient pas venus sur Facebook, ils seraient allés ailleurs. Donc de toute façon, leur parole est libérée, la parole du consommateur est libérée. Donc pour les marques, à minima, il y a d'être présent là où ils sont, ou alors avoir des œillères et ne pas vouloir rentrer en conversation. C'est comme, si vous coupiez le téléphone, en fait. Voilà, exactement. Pour faire une métaphore un peu cruelle pour nous, mais c'est ça. Oui, non, je disais ça sans y penser. Sans ironie. Voilà. Et après, il y a des objectifs. Une fois qu'on a fait ce contrat de base, j'ai envie de dire, on peut travailler des objectifs de branding, ce qu'on fait avec nos partenariats, par exemple sur Soch, sur la Glisse, parce qu'aujourd'hui, un Tumblr, un Pinterest, un Instagram, c'est le moyen de toucher en particulier une cible plus jeune, voilà, avec un langage qui lui est propre, qui lui est familier. Donc, il y a une obligation, j'ai envie de dire, pour un certain nombre de marques d'être sur ce type de réseaux sociaux. Je vais moi-même vous proposer ma propre réponse à votre question. Nous, ce qu'on voit sur d'autres secteurs, c'est que les réseaux sociaux ont un peu inversé le duo acquisition-fidélisation. Je prospecte, je recrute des clients et après je les fidélise. Comme on l'a vu, les réseaux sociaux, on va avoir majoritairement une audience déjà fidélisée, une audience de clients à 83%. Et c'est en faisant un bon travail de fidélisation sur ces clients-là qu'on va être capable de se servir des réseaux sociaux comme dans une logique d'acquisition. En clair, en utilisant naturellement les fonctions natives, essentielles, essentiellement virales des réseaux sociaux et notamment de Facebook, on va servir d'une communauté fidélisée pour créer les prospects qui deviendront vos futurs clients. Incidemment, on peut également servir des réseaux sociaux pour récupérer de la data et de la connaissance client sur ses propres clients pour aider ses équipes. Mais comme le disait Séverin, comme le disait Nicolas, c'est vrai que la dimension relation client, elle est fondamentale, elle est basique et qu'on ne pourra pas déployer une bonne stratégie offensive sur les réseaux sociaux sans respecter cette première dimension de relation client. Merci beaucoup. Une autre question ? Non. Oui, pour ceux qui auraient du mal à charger le QR code qui est à 3 mètres du sol et selon l'angle, c'est pas facile. Non, je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'on peut tourner l'écran. Sur votre site internet ou est-ce qu'il est téléchargeable à un endroit Sur le SNCD, on va le mettre à ce moment-là. Hein, c'est ce qu'on va. Oui, très bien. C'était une très bonne idée. Je voulais vous remercier d'abord d'avoir été attentif pendant 1h15. Bravo, merci. J'en ai pas vu qui dormait, donc c'était bien. Je voulais remercier aussi les 3 intervenants, dont Hervé, bien sûr, que je connais depuis tellement longtemps. Ah là là, ça ne rajeunit pas. Et puis, je voulais vous dire que moi, ça fait 3 ans que je la fais, cette étude, et ce sera la dernière année, parce qu'il faut laisser sa place aux autres, et les autres le feront encore aussi bien, mieux que moi, dans une évolution qui sera autre. En tout cas, un élément aussi, cette enquête est placée sous l'égide du SNCD. N'hésitez pas à aller sur le stand du SNCD, je crois que c'est K33 ou quelque chose comme ça, me semble-t-il.
vous aurez des informations, non seulement sur les études des réseaux sociaux, mais toutes les études que l'on peut mener par ailleurs, que ce soit des études B2B, B2C, sur l'emailing et autres. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de salon, bon appétit et à très bientôt. Merci. Merci.